Et bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver ce soir sur l'Académie de la Nouvelle Vie, les mondes invisibles, en compagnie de Mathieu Mangenot, qui va nous dire ce soir tout sur le handicap, la résilience et la joie de vivre une vie épanouie. Alors, vous vous demandez peut-être qui est Mathieu qui est à côté de moi. Bonjour d'ailleurs, bonsoir Mathieu. Bonsoir et bonsoir à toutes et à tous. Et oui, bonsoir à toutes et à tous qui arrivez tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais vous parler un petit peu plus de Mathieu. Mathieu qui est auteur permanent de lieux de vie et formateur. Il est l'auteur d'une série de livres où il aborde des thématiques telles que vivre avec une fibromyalgie, le développement de son potentiel, la confiance en soi et en la vie, l'éducation. Atteint lui-même de fibromyalgie, une maladie chronique affectant le système nerveux central, il commence à s'intéresser au monde du développement personnel depuis son lit d'hôpital, notre Mathieu. Passionné par la résilience et le dépassement de soi, il s'est alors spécialisé dans l'accompagnement et l'animation de conférences et ateliers sur cette thématique, mais aussi sur le courage, l'ambition, l'inspiration et la gratitude. Et depuis, il propose, comme ce soir, ses services pour favoriser le bien-être pour tous. Et il exerce cette passion en ligne, comme vous pouvez le voir, public en délire. Et ce soir, nous avons la chance donc d'avoir Mathieu pour une grosse heure avec nous. Et dans cette conférence, il va vous présenter des outils et des techniques permettant de voir et de reconnaître qu'en chaque épreuve dans notre vie, il y a une force dont on peut se servir pour mieux avancer dans notre quotidien. Même lorsqu'on est porteur de handicap ou lorsque nous sommes accompagnants de personnes porteuses de handicap, ce qui est aussi très difficile parfois pour certains à gérer au quotidien. Et c'est ce qu'on appelle la résilience. Cet état formidable présent, figurez-vous, en chacun de nous, qui nous permet de nous relever après un épisode jugé difficile ou insurmontable. À travers le témoignage de Mathieu et son parcours, il va également pouvoir vous expliquer les outils qui l'ont fait passer du mode « je subis »,« je suis une victime, qu'est-ce que je peux faire ?» au mode « j'agis, j'avance » pour vivre une vie remplie de joie et d'ambition. Et pendant cette conférence, vous allez découvrir comment faire en sorte que votre challenge, votre épreuve devienne une vraie force pour avancer dans la vie au quotidien. Vous allez apprendre à impacter et inspirer votre entourage proche et moins proche, bien sûr par votre exemple déjà. Vous allez apprendre à utiliser des techniques simples et efficaces, comprendre l'idée d'équilibre et les notions de résilience, d'inspiration et de gratitude. Et enfin, avoir des outils pragmatiques pour passer, comme Mathieu a pu le faire, du mode « je subis » au mode « j'agis ». Je pense que j'ai à peu près tout dit. Là, vous savez ce que vous allez voir et nous allons tout de suite en savoir encore plus en écoutant Mathieu. Merci beaucoup Stéphanie du coup pour cette présentation. Donc je vous souhaite une très très belle soirée à toutes et à tous en notre compagnie et en la compagnie de l'Académie de la Nouvelle Vie et des mondes invisibles. Donc, comme vous l'a présenté Stéphanie, dans un premier temps, je vais quand même me représenter et me redéfinir comme on a l'habitude de le faire. Donc, je suis un jeune homme de 34 ans. J'ai dans mon petit bagage donc des compétences de formateur, des compétences d'auteur de livres et donc cette fameuse particularité d'avoir un polyhandicap, comme on dit administrativement, c'est-à-dire avoir plusieurs particularités handicapantes. Donc, je parle bien de particularités et non de pathologie ou de grandes difficultés comme on pourrait l'imaginer. Ces deux handicaps qui sont majeurs dans mon parcours, donc il y en a un qui a été évoqué par Stéphanie qui s'appelle donc la fibromyalgie, qui est donc un syndrome multifactoriel dont on ignore encore vraiment la cause initiale, mais on sait que ça atteint le système nerveux central de la personne et que ça agit sur plusieurs domaines
dans le parcours de vie d'une personne. Et en particulier sur la difficulté de garder une estime de soi valable, une confiance en soi aussi valable, et un cheminement social, donc de permettre à la personne qui est impactée par la fibromyalgie de garder un environnement stable et sécurisant, comme on a la particularité d'observer dans plusieurs types de pathologies ou plusieurs types de handicaps. C'est pourquoi ce soir, je ne vais pas forcément faire un développement sur la fibromyalgie, mais sur le champ du handicap. Le handicap, comme on pourrait le voir en particulier, de manière générale, c'est donc une situation particulière, pathologique ou non, qui va impacter donc le déroulement de vie au quotidien d'une personne. Ce handicap donc, peut être à la fois physique, psychologique, social, environnemental ou tout simplement être individuel, c'est-à-dire vraiment intérieur et non forcément visible aux yeux des autres qui entourent cette personne. C'est le cas pour de nombreuses pathologies et de nombreux handicaps. On parle essentiellement de 80 à 90% des handicaps qui sont dits invisibles. Là, vous me voyez à la vidéo, je suis souriant, je suis assez en joie de vous retrouver ce soir, mais il n'empêche que vous ne le voyez pas, mais il y a des douleurs qui parcourent tout mon corps actuellement, et donc voilà, ça pourrait miner toute ma soirée, ça pourrait miner aussi le fait de faire des conférences, de faire un travail qui est ultra motivant, mais qui demande énormément d'énergie. Voilà, donc il n'empêche que des handicaps dits invisibles, ça veut bien dire ce que ça veut dire que tout le monde autour, ben, vous ne percevez pas forcément le fait que là, actuellement, il y a de la souffrance, là, actuellement, il y a de la difficulté, mais il y a aussi, comme mon sourire vous l'évoque, de la joie de vous retrouver. Donc, en gros, il y a une balance qui se joue au sein même de la personne qui vit cette difficulté. Je parle de difficulté. Je ne parle pas forcément de handicap lourd, de grosses prises en compte de certaines particularités qui pourraient miner la conscience individuelle, la conscience de groupe, etc. Donc ça, c'est pour la partie handicap. La particularité que je peux avoir également, c'est que j'occupe plusieurs professions, dont celle de permanent de lieu de vie, pour enfants porteurs de troubles du comportement qu'on catégorise dans le champ du handicap également. Troubles du comportement qui, par ailleurs, là, est tout à fait visible. Ces enfants bougent beaucoup, ces enfants témoignent d'une difficulté qui est de rester en place et de pouvoir être attentive à chaque instant. Donc, vous voyez, je baigne dans ce champ et j'ai à cœur de trouver au quotidien, du coup, avec ces enfants, des clés, des techniques qui vont permettre à chacune et chacun de pouvoir tenter de rebondir face à des situations de difficulté, qu'elles soient individuelles, sociales ou vraiment de type comportemental ou psychologique même. Voilà. Avoir un petit peu des clés, des petites ressources faciles à mettre en œuvre pour essayer de faire en sorte que ce handicap, cette difficulté qu'on peut vivre au quotidien, ne devienne pas forcément un gros fardeau, comme un boulet qu'on traînerait derrière sa jambe au quotidien et heure après heure. Donc, pour continuer ma petite présentation, donc j'ai 34 ans, je suis permanent de lieu de vie et d'accueil et je suis également donc, auteur d'une série de livres et formateur dans le domaine de l'éducation. Mon objectif dans ce cadre-là, de cette profession, c'est de favoriser l'inclusion. Donc ça, c'est pas un gros mot. L'inclusion, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que chaque personne qui puisse avoir une particularité de vie
puissent être admises dans un groupe social et bénéficier des mêmes éléments qui peuvent s'offrir aux autres personnes dites normales ou sans particularité. Donc, vous voyez, j'utilise plusieurs termes qui, parfois, peuvent être compliqués à vivre dès lors qu'on n'est pas dans les cases ou dans les cases administratives, c'est comme ça que je les appelle. Et pour pouvoir rentrer dans ces fameuses cases administratives, de mon côté, pour vous faire part un petit peu de mon témoignage, j'ai dû rentrer dans le champ du polyhandicap invisible. Et ça, c'est la case administrative qui est tolérée pour pouvoir rentrer dans tout ce qui est MDPH, reconnaissance qualité travailleur handicapé, etc., pour permettre d'avoir des clés, des billes, pour pouvoir rebondir professionnellement, pour pouvoir être admis aussi professionnellement et être un minimum protégé contre les discriminations que peuvent vivre plusieurs personnes qui sont porteuses de handicap, quel qu'il soit. Donc, le but de cette conférence n'est pas forcément de vous dire eh ben, tu es handicapé, donc il faut avoir la joie de vivre. C'est pas du tout ça. C'est vraiment à quel moment le handicap devient un moteur plutôt qu'un boulet. À quel moment cette particularité qui est en nous, qui est en moi, qui est en d'autres personnes qui sont porteuses de pathologies lourdes ou de maladies incurables, ou de handicap physique, ou de handicap psychologique, ou psychique, à quel moment ces particularités-là peuvent devenir des tremplins ou même devenir des moteurs permettant de trouver un projet ou plusieurs projets de vie, permettant de faire en sorte de laisser la place à cette particularité-là, tout en ne la laissant pas prendre le lead, comme on dit, dans le quotidien. En gros, faire en sorte que la particularité qui domine, c'est soi, et pas forcément le handicap, qui est pas forcément la même chose. Nous ne sommes pas notre handicap, nous sommes porteurs de cette difficulté, de ce trouble, de cette particularité. Que le handicap, en fait, ne nous définisse pas, ou ne nous définisse plus si c'est ce Exactement. que c'était. D'accord. Exactement. Nous ne sommes pas le handicap ou nous ne sommes pas handicapés. Pour ma part, j'ai pour habitude de me définir comme porteur de multiples handicaps ou de polyhandicap, où je suis porteur d'une maladie qui s'appelle la fibromyalgie. Mais je ne vais pas me définir comme étant fibromyalgique, par exemple, comme on peut l'entendre. Parce que dès lors qu'on va se définir par cette pathologie ou par ce handicap, forcément, on va considérer psychologiquement et psychiquement que nous sommes la maladie ou que nous sommes le handicap. Et ça, c'est l'une des petites clés déjà, l'une des premières petites clés. Et c'est des choses que j'instigue un petit peu aussi aux enfants et aux jeunes que j'ai en lieu de vie. Dès lors qu'ils vont dire « bah oui, mais moi je suis TDAH », ben là, on a un petit peu perdu de l'essence même de ben non, tu ne te définis pas par ton trouble, tu te définiras par ta particularité, oui, mais tu vas te définir d'abord par ben, je suis un garçon, un jeune garçon, une jeune fille, je suis passionné de cheval, je suis passionné d'autres choses, mais je ne suis pas forcément défini par mon trouble ou par mon handicap. Donc, je vous ai parlé du premier handicap qui s'appelle donc la fibromyalgie. Et j'ai un deuxième handicap qui ne se voit pas non plus, mais qui est bien présent, qui s'appelle donc un syndrome algodystrophique temporomandibulaire. Ça veut dire qu'en gros, là, je suis en train de vous parler, mais je peux à tout moment avoir la mâchoire en feu qui se bloque et plus pouvoir parler pendant un certain temps. Voilà. Donc ça, c'est un trouble également qui a une incidence parfois assez importante, qui pourrait me mettre dans une dépression plus que profonde dès lors que le trouble est très important. C'était le cas au début, ce n'est plus le cas, tout simplement parce qu'il y a eu plusieurs cheminements, plusieurs clés, plusieurs éléments de recherche pour valoriser l'estime de soi, pour valoriser ma confiance, pour valoriser les alternatives à la parole,
pour valoriser le fait que elle va se débloquer et pour valoriser le fait que je ne suis pas défini par le fait que j'ai la mâchoire en feu. Voilà. Ça, c'est une particularité. Donc, petite clé première, la définition de soi. On n'est pas défini par son trouble, par son handicap. La deuxième petite clé pertinente, on va dire, on parle d'un élément clé moteur qui s'appelle donc la résilience. La résilience n'est pas non plus un gros mot. La résilience, elle a été inventée, en tout cas, elle a été théorisée par un chercheur et un grand nom de la recherche qui s'appelle donc Boris Cyrulnik, qui est un chercheur français qui a développé cette théorie et qui a participé dernièrement à plein de choses qui s'appellent les 1000 premiers jours des enfants. Il a participé à tout ça parce que justement la résilience démarre dès les premiers âges, dès les premiers moments de vie. C'est-à-dire qu'à un moment précis, on peut vivre une difficulté, mais il y a une petite clé en nous, dans chaque être humain, c'est ce que Stéphanie vous a précisé dans la présentation. En chaque être humain, il existe cette petite flamme-là qui permet à chacun et à chacune de rebondir malgré la difficulté traversée. On l'a toutes et tous vécu, mais sans forcément poser le nom de résilience. Dès lors qu'on a, par exemple, je ne sais pas moi, un accident banal, banal, dès lors qu'on est porteur de grosses difficultés, tout devient banal après, c'est assez affligeant. Mais ne serait-ce que tomber dans la rue bêtement parce qu'on a trébuché, un enfant va avoir le réflexe premier de se relever de suite. Un adulte va regarder tout autour d'abord s'il y a du monde pour éviter d'avoir une mauvaise image et il va se relever ensuite. La particularité que chaque être humain possède est donc la capacité à rebondir malgré les difficultés rencontrées. Ça, c'est une particularité que toute personne peut avoir et dès lors qu'on ne fait pas la place première à ce phénomène-là qu'on appelle la résilience, donc c'est cette capacité de rebondir après un trouble dans son quotidien, une particularité difficile parfois à gérer, ou difficile, grandement difficile, ça peut être vraiment évolutif, on peut se dire que plus la difficulté est grande, plus le fait d'être résilient va avoir de l'importance. Et donc, la résilience, ça s'apprend aussi, et ça s'apprend, on apprend à la développer. Dans le parcours de vie que j'ai pu avoir, déjà à 34 ans, je peux aussi vous annoncer que j'ai traversé plusieurs moments difficiles et de face à face avec la mort à plusieurs reprises. À chaque fois que ces phénomènes se sont déroulés, il y a eu encore plus de faits résilients en moi pour pouvoir essayer de rebondir et faire en sorte de trouver de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, de nouvelles manières de vivre au quotidien, malgré toutes ces difficultés vécues. Donc, pour continuer cette petite présentation très, très longue en fait, qui est déjà de 15 minutes, donc je suis salarié à temps plein dans le monde de l'éducation avec le champ du médico-social. Je suis étudiant en reprise d'études en psychologie, donc c'est un deuxième projet. Je suis aussi auteur d'une série de livres que je vais continuer. Donc, il y a plusieurs projets qui tournent autour de mon quotidien et qui, au final, si je devais finir par cette petite présentation, laisseraient peu de place à une définition même du handicap. Je ne me définirai plus comme étant porteur de handicap dès lors que je peux me définir comme étant auteur d'une série de livres, comme étant un voyageur passionné, partir à l'aventure seul dans des pays étrangers, ça a déjà été le cas, sur des coups de tête parfois, très rapidement, comme étant permanent de lieu de vie, accompagnateur de jeunes porteurs de troubles du comportement, ou comme étant formateur, à destination de tout type de public.
Pour vous donner un petit peu l'idée du parcours d'un polyhandicapé, actuellement en France, on va beaucoup parler d'errance diagnostique. Dans le champ du handicap, la grosse difficulté pour des pathologies aussi complexes que celles que j'ai pu vous développer en premier dans la présentation, on va parler d'une errance diagnostique de 5 à 10 ans, avant d'avoir vraiment un terme précis sur le mal qui nous ronge à ce moment-là. Donc, pour ma part, il a fallu que j'attende 5 ans, 6 ans, pour qu'on puisse donner un terme à cette difficulté qui était en moi, donc des douleurs diffuses, des difficultés à rester assis très longtemps, des difficultés à rester debout très longtemps, des difficultés à pouvoir communiquer avec les autres de manière simple et sans forcément être dans la difficulté d'explication, d'expliquer quelque chose. Reprendre de l'estime de soi, une fois qu'on a le mot, est beaucoup plus facile que dès lors qu'on a une difficulté en soi et qui n'a pas de terme en tout cas de diagnostic précis posé par un médecin, par un spécialiste, par quelqu'un. Cette perte d'estime de soi, elle se fait aussi face à des jugements répétitifs. Donc, dès lors qu'il y a ce type de jugement répétitif, on peut aussi considérer que ceux qui les émettent ont un pouvoir sur soi, ont un pouvoir sur nous-mêmes, sur le fait de comprendre qui nous sommes. Une fois que le diagnostic a été établi, le problème avec ces deux types de pathologies, c'est qu'on ne connaît pas le pronostic. On ne sait pas combien de temps va durer la difficulté. On ne sait pas si c'est incurable, si c'est curable, si on va vivre avec jusqu'à la fin de nos jours. Et au final, du coup, on a comme une sensation de perte de contrôle totale au moment du diagnostic. Ce qui peut entraîner une phase d'interrogation et une phase de dépression. Donc la dépression, en soi, c'est pas mauvais. C'est-à-dire qu'il y a un réflexe psychologique qui se met en œuvre pour faire en sorte que on relâche tout et à un moment donné, on redémarre. Mais pour redémarrer, il faut pouvoir aussi travailler sur ça. Donc, et ne pas rester dans cette difficulté, dans cette dépression. Donc, comme son nom l'indique, c'est une chute. Et donc, la chute, comment on fait pour plonger dans une piscine? Si on touche le fond, à un moment donné, il faut taper le fond pour remonter. Dès lors qu'on ne tapera pas dans le fond, forcément, on restera au fond de la piscine et on finira par couler. Et voilà, on attendra de l'aide à droite à gauche et on aura besoin forcément de remonter à un moment donné. Pour pouvoir rebondir, en fonction de ça, j'ai eu besoin de faire énormément de recherches sur justement ce qu'était la résilience. J'en entendais parler, je le voyais en fonctionnement chez d'autres personnes. Donc, j'ai côtoyé plein de personnes en fauteuil roulant, par exemple, ou des personnes qui avaient eu des très, très graves accidents de la route, ou des très, très graves accidents, quels qu'ils soient, des accidents de la vie. Et à ce moment-là, en fait, en discutant avec ces personnes, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de petites clés. Ce n'est pas des grands concepts qui nous permettent d'avancer et de rebondir. Ça va être énormément de petites clés au quotidien. Comme par exemple, la mise en œuvre de certaines choses au quotidien qui permettent de reprendre du contrôle sur son propre parcours. Dès lors qu'on a la sensation d'avoir perdu le contrôle, il est très difficile, en laissant le temps passer, de revenir vers une prise de contrôle réelle. C'est pourquoi, en fait, dès lors qu'on a cette sensation de perte de contrôle, je parle du champ du handicap, mais c'est vraiment dans le champ quotidien. On peut avoir la sensation de perte de contrôle dans n'importe quel domaine de vie. C'est pour ça que là, je me focalise un petit peu sur le champ du handicap ou de la maladie, mais c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, dès lors qu'on va reprendre le contrôle sur ses propres pensées, sur ses propres actions, sur ses propres modes de fonctionnement au quotidien, on va avoir beaucoup plus de qualité de vie et donc de capacité d'accéder à ce phénomène de rebond et donc d'acquérir
davantage de joie de vivre une vie vraiment épanouie. Et cette vie épanouie, c'est un objectif, c'est un projet de vie. Et ce n'est pas un projet de vie de se dire bah, je suis malade, je suis handicapé, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas me bouger. Bah, oui, en soi, c'est vrai. Ça va être compliqué. Ça peut être une grosse difficulté de le faire. Mais à choisir, j'ai eu ce choix à faire. Et j'ai préféré faire le choix, du coup, de la résilience, du rebond, et d'essayer de tenter de reconquérir un quotidien qui parfois était morose ou difficile. Et donc, viser cette joie de vivre et permettre en fait de rayonner, de faire en sorte de pouvoir, à partir de mon propre exemple, de ma propre façon de vivre au quotidien, d'illuminer, non, mais de permettre aux personnes qui vont croiser mon chemin de voir que, ben, en fait, tu es handicapé, toi? Ah bon? Tu es porteur de handicap, toi? C'est vrai? Montre-le nous. Et maintenant, on me demande la preuve. Alors que jusqu'à présent, bon, j'avais le dos courbé, je me tenais mal ou des choses comme ça. Il y avait des choses qui ne permettaient pas de me dire, ben, en fait, non, tu n'es plus dans le champ du handicap, en fait. Tu en es sorti. Avant, tu le portais sur toi et maintenant, tu portes juste ton dossier médical dans ta sacoche au cas où on te demande. C'est ça. Et donc là, ça a été la première étape. Dès lors que le regard social m'a renvoyé l'image de quelqu'un qui est re-rentré en fait dans la case normale, comme on pourrait la voir ou la percevoir, j'ai ressenti à ce moment-là une reprise de contrôle. Et justement, sur cette prise de contrôle, ce n'est plus le handicap qui dirigeait ma vie, c'était moi qui dirigeais ma vie avec le handicap à côté. Ce qui ne veut pas dire qu'on l'oublie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Non, ça, ce serait du déni. L'objectif est de ne pas rentrer dans le déni, mais de ne pas laisser la place de manière trop importante à une particularité, à une difficulté. Et c'est ça aussi le champ de la résilience. La résilience permet aussi, alors, on va quand même définir le concept, parce que la résilience est un terme qui nous vient des sciences physiques. La science physique, elle a eu une particularité assez intéressante, c'est de définir ce concept. Donc, c'est emprunté par la physique dans sa forme initiale. Et en fait, elle est définie comme étant la caractéristique mécanique d'une résistance à un choc venant d'un matériau. Donc, ce qu'on fera lors de l'atelier en ligne, lors de l'atelier pratique, ce sera d'essayer de définir quels sont ces quelques éléments dans notre quotidien qui peuvent devenir un tremplin. Parce que cette résistance au choc, elle a quelque chose de magique. À chaque fois qu'on va recevoir un choc, quel qu'il soit, physique ou psychologique, on a un mécanisme psychologique qui peut se mettre en œuvre, qui donc s'appelle la résilience, et qui va permettre de rebondir ou de ne pas rebondir. Donc, soit je peux rebondir, et là, je vais vous donner quelques conseils de personnes que j'ai pu croiser, qui sont des personnes qui se définissent comme des personnes résilientes. La première des clés, c'est de se focaliser sur la difficulté, mais de manière combative et constructive. Et ne pas se focaliser sur la difficulté comme étant une épreuve vraiment hors de contrôle, enfin, qu'on ne pourrait pas dépasser, qu'on ne pourrait pas aménager pour en faire quelque chose qui nous appartient et que nous pouvons diriger. La deuxième petite clé de ces personnes, c'est de continuer de croire que la situation renferme une part de possible. C'est-à-dire que dès lors que je considère que je suis handicapé, donc que c'est impossible pour moi,
je me ferme toutes les portes du champ des possibles. Alors que ce champ des possibles, dès lors qu'il y va y avoir quelques petits aménagements, peut-être, va se réouvrir et va être possible d'être engagé. On va pouvoir s'engager dans ce champ. Donc, continuez de croire que la situation renferme une part d'optimisme et qu'il m'est possible de l'utiliser pour lutter et pour continuer d'avancer, pour continuer de progresser au quotidien. Troisième petite clé, et pas des moindres, s'autoriser à ne pas y parvenir de suite. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail au quotidien. Donc forcément, la première fois que je vais essayer, je risque de me planter royalement et c'est très bien. Ça fait partie de l'apprentissage. Ça, c'est des choses que tu vas aborder aussi pendant Oui, l'atelier? tout à fait. Alors, l'idée là, ce soir, c'est de vous présenter quelques conseils et lorsqu'on sera en atelier, on essaiera de voir comment les mettre en pratique de manière concrète et avec un papier, un stylo ou un crayon, d'essayer de voir pour chaque personne comment je peux le mettre en œuvre dès aujourd'hui. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, pour les personnes qui sont en direct, je vous ai mis le lien sur lequel cliquer ou faire copier-coller dans votre navigateur pour rejoindre les ateliers de Mathieu, où tous les ateliers sont détaillés. Pour ceux qui nous regarderont en replay, vous aurez le lien sur YouTube dans la description de la vidéo. Et sur notre site, et bien juste en dessous de la vidéo, vous aurez un bouton « Je rejoins l'atelier » et ça vous amènera à ce moment. Comme d'habitude, donc, nos ateliers sont en version non téléchargeable à 37 € et en version téléchargeable à 57 € et vous avez la possibilité de payer en 2 fois. Pour ceux qui le peuvent, le direct aura lieu le mercredi 30 novembre 2022 à 20h. Et pour ceux qui ne pourraient pas être présents au direct, ne vous inquiétez pas, vous aurez le replay dans votre espace personnel quelques jours après le direct. Et si vous nous regardez après le 30 novembre, vous aurez directement le replay dans votre espace personnel et vous aurez également l'adresse mail de Mathieu pour pouvoir lui poser vos questions qui vont peut-être venir pendant cet atelier. Vous allez pouvoir rester en contact avec lui. Et cet atelier s'appelle « S'autoriser à dépasser les épreuves vécues pour découvrir son potentiel et savoir le développer ». Et on va donc voir toutes les clés dont nous parle en ce moment Mathieu, mais donc de façon plus approfondie et surtout, vous allez pouvoir les expérimenter parce que vous verrez ensemble comment renforcer votre potentiel créatif et innovant ou le potentiel créatif et innovant de la personne que vous accompagnez, bien sûr. S'autoriser à accepter les lourdeurs de la vie, dépasser les situations handicapantes, vivre avec les épreuves quotidiennes, utiliser quelques techniques simples, passer du mode je subis au mode j'agis pour vivre une vie remplie de joie et d'ambition. C'est vrai que parfois, on a tendance un peu à perdre cette joie, à perdre cette ambition, à faire, comme nous disait Mathieu, à se définir plus par rapport à son handicap. Si quelqu'un nous propose quelque chose, même quelque chose qui peut paraître banal, si j'ai bien compris, on va se dire « Ah oui, mais j'ai ce handicap, et si jamais ?» À ce moment-là, ça se déclenche ou quoi, et on va parfois passer à côté de choses sympathiques, comme le fils de Rosario qui nous dit « Mon fils en situation de handicap autiste âgé de 31 ans, je lui dis souvent que c'est un être magnifique, il a fait des choses extraordinaires. » Est-ce que, par exemple, ton atelier pourrait aider aussi Rosario dans l'accompagnement de son fils qui a l'air déjà en chemin? Tout à fait, parce que de toute manière, ce ne sont que des étapes. C'est-à-dire que là, de toute évidence, donc il a déjà progressé et dans son accompagnement, il y a encore d'autres petites clés qu'on peut mettre en avant pour renforcer encore et développer encore cette compétence de pouvoir rebondir. En fait, la résilience est un phénomène illimité, on pourrait dire. On peut être encore plus résilient, on peut être encore plus joyeux, comme on dit. On peut encore progresser et développer de nombreuses compétences
en fait, malgré les difficultés. Et dès lors qu'on accompagne quelqu'un, il y a aussi cette capacité de pouvoir diffuser les bons messages, diffuser les bonnes informations. Donc déjà de le valoriser, de le renforcer, de faire en sorte que cette personne ne se définira pas par son handicap. Elle va se définir par toutes les choses qu'elle a été en mesure de faire, qu'elle a été en mesure d'être aussi, d'avoir des capacités, de s'entourer de personnes positives et optimistes, c'est quelque chose de fondamental. Et ça, c'est aussi l'un des conseils majeurs des personnes qui ont cette capacité de développer la résilience, hein, parce que, encore une fois, on l'a toutes et tous en nous, ce phénomène. Donc l'idée, c'est quand même d'arriver à le développer, à faire en sorte que, oui, là, j'ai eu un accident de voiture. Bon, est-ce qu'il me manque un bras? Est-ce qu'il me manque une jambe? Bon, il semblerait que non. Tout va bien. On va faire un constat. La voiture sera réparable. Bon, voilà. Allez, on avance. Donc, vous voyez, c'est vraiment un réflexe mental aussi de se dire, bon, peut-être qu'il y a d'autres choses plus graves encore qui se passent, plutôt que de s'apesantir sur moi j'ai des difficultés, moi je suis à plaindre, moi j'ai des choses qui vont pas. Non. Alors ça, c'est la première partie de la perte de contrôle. Dès lors qu'on va reprendre le contrôle, on essaye de continuer à penser de manière positive, penser de manière constructive et de manière plutôt combative, plutôt que de considérer que j'y peux rien, c'est comme ça, le fatalisme, ou des choses comme ça qui nous tombent dessus. Alors, certes, c'est pas tous les jours facile. Il y a des moments où on va être dans le down, dans le bas, mais il y a des moments où on va être encore plus en capacité de rebondir. Et il y a des moments, des jours, moi, j'arrive difficilement à me lever de mon lit. Oui, le matin. Mais c'est déjà un premier objectif pour moi, le matin, de me lever de mon lit, d'aller retrouver les jeunes, parce que je sais que ça va être une journée assez hard, parce que tout le monde bouge dans tous les sens, ça crie dans tous les sens, donc forcément, ça rebondit avec tous les symptômes que je peux avoir aussi dans mon propre corps. Et pour autant, je maintiens mon activité, je continue d'y aller, je continue de me lever. J'essaye de faire en sorte de continuer de travailler à temps plein aussi, malgré les difficultés, et d'avoir plusieurs types d'activités. Il y a une autre clé fondamentale que les personnes résilientes ou les personnes qui se définissent comme étant résilientes peuvent partager. C'est croire que tout être humain possède cette faculté. Tout le monde a cette faculté de rebond. Elle n'est pas réservée à des personnes en particulier. Alors des fois, on entend des conférenciers qui ont une capacité oratoire exceptionnelle, qui parlent de leur parcours de vie comme ça, aussi facilement ou aisément. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est des choses qui vont se développer et qui vont être en mesure de partager une fois qu'ils s'en sentent capables, et qui continuent de croire que toute personne qui va écouter cette conférence, toute personne qui va entendre le message, va comprendre que oui, effectivement, moi aussi, il y a des moments où il y a des jours, je vais pas très bien, mais il y a des jours où je vais vraiment beaucoup mieux, et je suis peut-être en mesure à ce moment-là de faire des choses que je ne fais pas la veille. Donc, on peut faire en sorte qu'une difficulté devienne une véritable force au quotidien. Mon moteur premier le matin quand je me lève, après une nuit parfois difficile, c'est justement cette particularité. Et de faire en sorte de reprendre le contrôle sur cette particularité, et que je refuse désormais qu'elle me définisse, c'est un fait établi qui permet d'avoir un objectif clair sur la particularité du moment, et de faire en sorte que, une fois qu'on a ça, ça ne nous définit plus. C'est-à-dire qu'on peut arriver à dépasser une difficulté aussi grande soit-elle.
Et enfin, donc, je l'ai dit, mais j'insiste dessus, l'environnement social est prioritaire, en tout cas à mettre en œuvre si on se sent déjà un peu délaissé. Alors justement, oui, parce que là, nous avons Fanny justement qui nous dit, qui demande comment faire quand notre famille ne voit pas tout ce qu'on a accompli et notre famille, notre belle famille, Mm. et alors que elle pratique un peu certaines des pistes que tu viens de donner Ouais. et il voit quand même pas ses progrès, il voit pas ce qu'elle fait de génial. Comment faire justement pour dépasser ça et peut-être pour qu'il voit. Enfin, je sais pas. Tu vas peut-être pouvoir nous aider là ou tout Ok. de suite et encore plus peut-être dans Ouais. l'atelier, je ne sais pas. Alors, il y a deux petites choses que je peux partager sur ça. Faire en sorte que les personnes qui, pour l'instant, ne voient pas, finissent par voir. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, potentiellement, leur proposer de vous accompagner la prochaine fois que vous faites quelque chose d'extraordinaire ou de nouveau. Leur proposer de regarder un petit film qui développe ce que vous venez de faire ou leur partager au quotidien les choses que vous faites de nouveau. Voilà, ça c'est les petites pistes. Alors, après, il y a une version qui est plus catégorique, c'est de mettre de côté l'avis des personnes qui ne voient pas ou qui ne croient pas et prioriser l'avis de ceux qui croient et qui voient. Ça, c'est la deuxième étape. Mais ça, c'est plus tard parce que c'est beaucoup plus difficile à faire que de proposer ou d'essayer de montrer Mm. déjà. Et Fanny nous dit justement que elle, en fait, elle se braque dans ces moments-là. Est-ce que le fait de participer à ton atelier, ça pourrait l'aider justement à passer par-dessus tout ça et Alors, je peux dire oui d'entrée comme ça, mais c'est pas efficace. Le fait est que durant l'atelier, on va aussi parler des émotions. On va aussi parler de comment s'adapter à son propre rythme. C'est-à-dire, ben oui, là, ça m'a braqué parce que ben, j'étais pas forcément en super bonne condition pour aborder la situation. Par contre, si à un moment donné dans la journée, je me sens un peu mieux, peut-être que je peux réaborder la question avec la personne et là, mon effet à moi sera pas forcément de me braquer, mais peut-être d'essayer de développer, de convaincre, d'affirmer que effectivement, moi, je fais des choses. Et donc, eh ben, essaye de les observer, essaye de les voir. Et encore une fois, au bout d'un moment, c'est pas de l'acharnement qu'il faut faire. C'est-à-dire que si, après avoir fait tout ce qu'il y avait à faire, on n'observe toujours pas qu'il y a des évolutions, il y a des efforts qui sont faits. Ça demande de l'énergie de faire tout ça. Si ça ne s'observe pas, autant s'entourer d'amis, d'un autre environnement. Parfois, il y a des associations aussi. Hein. Dès lors qu'on va participer à des activités, je sais pas, des activités physiques, culturelles, ben, on peut rencontrer d'autres personnes qui vont être davantage à même d'observer ce type d'effort. Donc ça, c'est des étapes successives. Hein. D'accord. C'est pas bon, mais je me braque avec ma belle famille, je me braque avec ma famille. Non, non, non. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que dans un premier temps, on peut faire en sorte que toutes ces personnes qui considèrent que ben, vous ne faites rien, vous ne bougez plus, vous êtes emmuré dans votre handicap ou dans votre maladie ou dans votre difficulté, ces personnes-là ont besoin d'ouvrir les yeux sur les efforts que vous faites. Ce qui veut dire que peut-être les efforts ne sont pas suffisamment visibles pour le monde social qui vous entoure. Donc, on va renforcer cette visibilité. On va faire en sorte que ben, vous avez besoin de le voir, on va le voir. Je vais vous amener vers des choses qui sont faites. Je vais vous proposer de voir un petit peu plus ce que je vis au quotidien. Ça peut être, vous savez, à un moment donné, il y avait une émission qui s'appelait Vie ma vie. Ça peut être, ben, prends ma casquette sur une journée, sur 2 heures, 3 heures, et essaye de vivre avec ce que je vis. On le fait aussi avec des jeunes. Moi, je travaille aussi dans l'éducation, dans la formation et dans l'intervention auprès des jeunes pour leur montrer les difficultés de porteurs de handicap lourd du type je vis dans un fauteuil roulant ou je vis parce que j'ai une cécité.
je suis aveugle, ou je vis parce que j'ai une surdité totale. Dès lors, on va les mettre en situation, les enfants ou les jeunes. On va leur montrer, en fait, c'est quoi vivre avec ça. Parce que dès lors qu'on n'est pas à la place de la personne, on ne peut pas se rendre compte vraiment de ce qui est vécu. Et donc, c'est vrai que c'est difficile pour le monde qui entoure. Pour l'entourage, c'est très difficile de se mettre à la place de la personne qui vit des difficultés. À moins de leur faire partager un brin du quotidien ou un brin de vie à ce moment-là. Donc ça, c'est aussi une autre clé. C'est-à-dire, allez, on va passer une demi-journée ensemble, on va aller faire une petite marche et on va discuter, on va échanger, on va voir un petit peu ce que tu sais de mon parcours au quotidien. Si tu devais me décrire en 3 mots, quels sont les mots que tu choisirais? Etc., etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on verra dans l'atelier aussi. On va voir un petit peu les clés qu'on peut faire avec le monde social qui nous entoure. C'est qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, à la fois en position de personne porteuse de handicap ou de maladie ou de difficultés particulières, mais aussi en tant qu'entourage dans l'environnement. Comment moi je peux faire pour mieux comprendre la personne qui est dans cette difficulté-là? Et comment je peux mieux accompagner en me mettant un petit peu plus à sa place ou en comprenant que des fois, oui, c'est difficile. Oui, des fois, c'est difficile de me lever de ma chaise. Des fois, c'est difficile de sourire parce que forcément, quand tu as le corps en feu en permanence, sourire à ce moment-là, c'est un peu compliqué. Voilà, vous voyez, c'est des choses un petit peu pratico-pratiques qu'on verra davantage dans l'atelier. C'est le comment faire. Ça, ce sera dans l'atelier la semaine prochaine, en direct. Et après, en replay si vous n'êtes pas disponible. Si vous n'êtes pas disponible en replay, et même si vous êtes là au direct, vous aurez de toute façon accès au replay. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pourrez y retourner, y revenir pour réécouter certaines clés où vous dites « Ah, ça, je me rappelle plus très bien, par exemple. » ou « Ah, il avait dit autre chose, Mathieu. » Et puis aussi le fait que vous allez avancer et que quand vous allez le re-regarder, vous aurez avancé, vous aurez peut-être une autre lecture également de toutes ces clés. Et vous allez pouvoir comme ça aller plus gaiement, j'ai envie de dire, ou en tout cas de façon un peu plus fluide. Et puis, ça vous donnera déjà aussi un premier objectif, être là pour le direct ou bien regarder le replay de cet atelier et vous engager déjà avec vous-même à mettre en place dans votre vie les clés pour pouvoir avoir une vie plus épanouie. Et j'ai oublié de préciser également que cet atelier était une exclusivité pour l'Académie de la Nouvelle Vie de la part de Mathieu. Et Mathieu, merci beaucoup parce que c'est vrai que les personnes qui souffrent de handicap et notamment de handicap invisible comme la fibromyalgie dont tu souffres et dont tu nous as parlé, n'ont pas beaucoup d'espace comme ça. Et là, que quelqu'un s'adresse à eux, excusez-moi, parce que pour une fois, je ne suis pas trop dedans. Je ne suis pas très concernée personnellement pour le moment. Mais c'est génial parce que moi, j'ai eu la chance, mon fils est resté 7 mois seulement en fauteuil roulant et il a eu des greffes et tout, ça, il a remarché. Mais c'est vrai que si ça avait duré plus longtemps, peut-être que j'aurais eu besoin, ou lui, de cette conférence ce soir que tu nous proposes, Mathieu, et du super atelier pour mettre en pratique tout ça et avancer vraiment, comment dire, avec plus de sérénité aussi, quoi, et avec un cadre et des bases et quelque chose à suivre, et pas juste, ah bah oui, tiens, là, j'entends ça là, comment je fais? Là, vous allez avoir l'exemple de Mathieu, que je connais depuis plusieurs années, et j'avoue, il s'en sort pas mal. Hein. Alors, l'idée aussi de cette conférence ce soir, c'est de ne pas vous laisser partir sans un auto-questionnement qui est disponible. Alors ça, c'est une clé majeure que je mets en œuvre moi tous les jours. C'est un auto-questionnement, c'est-à-dire la personne qui est dans l'entourage d'une personne porteuse de difficultés ou une personne qui porte quelque chose sur son dos, comme on dit, comme un handicap ou une difficulté ou une particularité. Moi, j'aime à dire que c'est une particularité, c'est un joyau qui nous a été donné pour pouvoir mieux rebondir justement au quotidien et faire face plus facilement à toutes les autres difficultés qui pourraient être vécues au quotidien. Donc, cet auto-questionnement, donc je vous invite à prendre un papier et un stylo et
à vous lister, c'est quelques questions qui sont à se poser dès le matin. La première question, c'est: y a-t-il quelque chose que je peux faire aujourd'hui pour améliorer mon vécu? Y a-t-il quelque chose que je peux faire aujourd'hui pour améliorer mon vécu? Mon vécu, ça peut être le vécu sur la journée, comme ça peut être le vécu de manière très large. Potentiellement, à la fin de ma vie, qu'est-ce que je veux avoir à avoir réalisé, par exemple. Donc ça, c'est la grande histoire dans la petite histoire, toutes les petites histoires qui forment la grande histoire. La deuxième question, c'est: dès lors que je suis en difficulté, quelqu'un peut-il me venir en aide de manière concrète, efficace et rapide? Mathieu, avec son atelier, moi, on peut répondre à cette question, moi, je dis. Donc ça, c'est une possibilité. Voilà, c'est une piste. Ouais. Mais si je dois être plus précis dans cette question, c'est: dans mon environnement très proche ou proche, y a-t-il quelqu'un qui peut venir en aide de manière concrète? C'est-à-dire pas juste du blabla. C'est: tu as besoin d'aide, je suis là, j'arrive tout de suite. Je suis là. Efficace, c'est-à-dire dès lors il va y avoir une aide, c'est pas pour m'enterrer un petit peu plus dans ma difficulté, ça va être pour me sortir de cette pénombre qui potentiellement peut arriver tous les jours chez une personne qui a des difficultés, comme toute autre personne d'ailleurs. Et de manière rapide, c'est-à-dire, il va pas me laisser pendant 10 jours sans me répondre ou sans me faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est la deuxième petite question au quotidien. Ça, c'est une question gratuite dès lors qu'on passe une mauvaise nuit, hein. C'est-à-dire, dès le matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rebooster là? Là, j'ai besoin d'un boost pour me relever. J'y vais, j'appelle. En avant. Et ces questionnements et ton atelier, est-ce qu'ils peuvent être utiles? Par exemple, là, Rosario nous dit qu'il est donc aidant familial, hein. Il nous a dit tout à l'heure qu'il avait son fils de 31 ans. Il souffre d'épuisement parce que c'est 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Est-ce que tu vas pouvoir lui donner aussi des pistes justement Oui. à Rosario ou à des personnes qui sont Ouais. dans le cadre Rosario? Alors, ça, c'est la grosse difficulté quand on est dans l'environnement proche de handicap potentiellement lourd et qui sont vécus au quotidien. Dans ma profession de permanent de lieu de vie et d'accueil, du coup, je vis ça aussi avec les jeunes. 7 jours sur 7, parfois c'est très lourd. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on peut comprendre qu'il y ait de l'épuisement. Et on peut comprendre très facilement qu'à un moment donné, on ait envie d'abandonner ou on ait envie de passer à autre chose. C'est tout à fait humain, logique, et il ne faut pas s'en vouloir. Il faut éviter en tout cas de culpabiliser bien trop pour ça. L'atelier qu'on vivra mercredi prochain donnera aussi des pistes. Évidemment, je vais essayer de le construire de telle sorte que ça parle aussi à l'environnement, à l'entourage, et que quand on parlera de la gestion des émotions, de la gestion du stress, de la capacité de prise de recul, de s'extirper, c'est-à-dire de sortir physiquement de l'espace où la personne en difficulté ou la personne avec des particularités vit, c'est aussi essentiel. Avoir des activités annexes, connexes, etc. Voir d'autres personnes. C'est plein de petites... on pourrait appeler ça des banalités, mais en fait, c'est pas banal. C'est des choses qui sont très, très difficiles à mettre en œuvre dès lors qu'on est très pris au quotidien avec une personne qui a des particularités de ce type-là. Donc, pas d'inquiétude, évidemment, dans le cadre, alors cet atelier ou d'autres, mais dans le cadre de cet atelier, il y aura bien évidemment une part donnée à l'entourage, à l'environnement, et des clés permettant d'essayer de reprendre un peu de souffle, hein, de vivre avec un peu de répit. C'est pas un gros mot non plus, dans le médico-social, on connaît ce mot, et avoir du répit, c'est essentiel pour pouvoir de nouveau accompagner de la meilleure des manières et de ne pas s'épuiser, justement. Et d'essayer de faire en sorte que s'il y a épuisement, on aille chercher une bulle d'air.
Et donc, la deuxième question que j'ai posée, elle est valable aussi pour l'environnement. Quelqu'un peut-il me venir en aide de manière concrète, efficace et rapide? Parce que dès lors que je vais être épuisé en tant qu'environnement, je vais aussi avoir un impact sur la personne que j'entoure. Et donc, potentiellement, avoir un facteur qui ne va pas forcément améliorer le quotidien de la personne. Donc, il vaut mieux aller prendre du répit, il vaut mieux se mettre un petit peu en prise de recul, laisser un petit peu la personne acquérir un peu d'autonomie, même si elle se trompe, même si elle se fait mal, même si ça se passe pas forcément super bien, c'est pas grave. Je reviens après en forme et de la meilleure des manières. Donc, voilà, pour répondre un petit peu à ce type de questionnement lié à l'entourage et lié à l'environnement, il y a des petites clés comme ça qu'on peut mettre en œuvre. Troisième petite question, et pas des moindres, dans quel domaine je suis le plus en difficulté à cause de ma particularité? Et là, je fixe un objectif, c'est-à-dire à quel moment je considère que je suis en difficulté et je le décortique au maximum. Et ça, c'est quotidien. C'est-à-dire, dès le matin, j'essaye de savoir dans quel domaine. Alors, est-ce que c'est plutôt avec mon environnement très proche? Est-ce que c'est plutôt dans le domaine professionnel si j'ai encore un travail? Est-ce que c'est plutôt dans le domaine des loisirs? Parce que, au final, on s'est extirpé du monde social, donc j'ai plus de loisirs vraiment concrets. Dans ces cas-là, hop, je vais essayer de reprendre la main sur tous ces domaines qui sont un petit peu impactés par ma particularité. La quatrième question, c'est quelle difficulté peut devenir un support pour rebondir? Sur quoi je peux appuyer? Sur quoi je peux poser mon pied au fond de la piscine pour pouvoir rebondir et m'autoriser à sortir de l'eau? Quelle difficulté que je vis là aujourd'hui peut devenir un support pour rebondir? Et enfin, une dernière question. Est-ce que mon entourage que je vais voir aujourd'hui est proactif ou déprimant? Si mon entourage que je vais voir aujourd'hui est proactif, je renforce mon partage de situations vécues avec cet environnement. S'il est plutôt déprimant, je le maintiens dans mon environnement. Mais je vais pas y aller quand je vais me sentir plutôt en phase descendante. Je vais y aller quand je serai plutôt en phase joyeuse, bien déterminée et prêt à lutter contre la déprime ambiante. Voilà, comme un nouveau challenge, des C'est objectifs, ça, réussir à résister à cette morosité. c'est ça. Donc ça, ce sont les quelques petites questions. Donc ça s'appelle un auto-questionnaire quotidien qui est capable d'essayer d'avoir des petites particularités pour définir un objectif quotidien. C'est-à-dire, tous les jours, j'ai un objectif pour me lever. Tous les jours, j'ai un objectif pour essayer de faire en sorte que, si aujourd'hui j'ai besoin de prendre plus de recul qu'hier, voilà, ce sera mon objectif. Donc, je vais essayer de faire en sorte que mon objectif soit découpé en tout petits effets, tout petits moments que je pourrais partager et essayer d'évaluer le soir. Et avant de se coucher, avoir toujours une réussite. Avoir toujours une réussite dans mes micros objectifs quotidiens. Donc ça, ce sont de nombreuses clés qui ont été partagées là, qui ont besoin d'être développées, étudiées, analysées concrètement sur du concret. C'est qu'est-ce que je fais? Parce que là, vous pouvez vous dire, oui, Mathieu, il nous donne des billes, là, c'est bien. Mais en fait, la particularité, c'est la mise en œuvre. C'est pas le fait de le savoir. Parce que je peux très bien savoir que fumer, c'est pas bien. Mais le fait de le savoir, c'est bien. Mais c'est le fait de mettre en œuvre une action qui va permettre de passer du mode je subis au mode j'agis, comme il a été dit dans la description de la conférence.
je ne subis plus, j'agis de telle sorte que au quotidien, j'ai des réussites. Et plus j'ai de réussites, plus l'effet résilient entraîne une boucle de résilience. Et plus je suis dans la boucle de résilience, moins je suis dans un cercle vicieux lié à la pathologie, lié au handicap, lié à la morosité, qui encadre le fait d'avoir une particularité qui pourrait très bien nous terrasser, hein, et rester, on peut s'autoriser à rester au lit le matin, hein, mais moi, c'est pas mon délire. Je préfère me lever, faire en sorte que j'ai cette thématique de la résilience que j'ai essayé d'étudier, d'analyser sur le champ de la psychologie aussi humaine. Et dès lors qu'on voit qu'un enfant, dès lors qu'il va tomber pour apprendre à se relever, en fait, c'est un beau message de vie. C'est-à-dire, oui, tu tombes, mais généralement, tu as un réflexe. C'est soit tu te relèves, soit tu restes par terre. Pour avoir une joie de vivre et vivre une vie épanouie, j'ai pris le parti, en tout cas, d'essayer de rebondir à chaque instant et à chaque fois qu'une difficulté partage mon quotidien. Et ça, dans tout type de domaine. Et il y a 6 champs qui permettent d'amplifier ou d'améliorer le vécu au quotidien d'une personne résiliente ou d'une personne qui partage des particularités, en tout cas, de vie. On peut agir sur le comportement individuel. On peut agir sur la psychologie réactionnelle. C'est-à-dire comment je me sens dans ma tête dès lors que j'ai la particularité d'être soit porteur de cette difficulté-là, à l'instant T, je la vis, mais comment dans ma tête je me sens. Ça, c'est la psychologie réactionnelle. Est-ce que je tombe en dépression réactionnelle ou est-ce que je fais en sorte que ça devienne un moteur et je me nourris à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe de cet ordre-là. Le troisième champ qui permet d'amplifier ou d'améliorer la situation, ça va être de travailler sur son estime de soi, sur sa confiance en soi, sur le fait de savoir que je sais faire des choses ou que j'ai de la valeur pour des gens ou pour moi-même. Le quatrième domaine, ça va être le monde social. J'en ai un petit peu parlé, mais c'est un champ très important. Cinquième champ, le domaine du travail, de la passion et des loisirs. Vous êtes passionné de quelque chose, foncez. C'est quelque chose qui va être un moteur majeur. Si le matin, je me lève, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire dans la journée, mais évidemment que dans ma tête, il va y avoir des choses qui vont se dérouler et qui vont tourner autour de la difficulté, qui vont tourner autour de oui, je me lève pas, oui, j'ai pas de travail, oui, j'y arrive pas, etc. Ou oui, j'ai perdu tout mon environnement parce que oui, être porteur d'une particularité parfois lourde, ça peut nous rendre aigris, ça peut nous rendre méchants, ça peut nous rendre difficiles à vivre. Mais ça peut aussi nous permettre de devenir encore plus rayonnant et de faire en sorte que si je travaille autour de mes passions, je peux partager d'autres passages de vie qui sont autres que ceux qui ont été décrits précédemment. Et le sixième champ, qui est important dès lors qu'on partage sa vie avec une particularité handicapante ou une maladie, c'est les professionnels du soin. Les professionnels du soin, quel que soit le soin, qu'il soit holistique ou le soin plus standardisé, il y a une importance sur le champ du professionnel. C'est-à-dire, si le professionnel considère que le handicap va vous enterrer, changez de professionnel. Allez voir quelqu'un d'autre. Allez discuter avec d'autres personnes. Allez discuter avec d'autres personnes qui partagent la même chose que vous. Et essayez d'avoir des billes sur ah oui, mais tel professionnel là, il m'a accompagné, c'était vraiment top parce qu'en fait, cette personne, elle est joyeuse déjà. Elle n'a pas une vision pessimiste de la chose. Elle a plutôt une vision optimiste et on est en lutte ensemble. Voilà. On n'est pas en lutte l'un contre l'autre ou l'autre il t'enfonce. C'est pas pareil. Il faut essayer de faire en sorte qu'on soit le mieux entouré possible. Et ça vaut aussi pour l'environnement. C'est-à-dire que si l'entourage, à un moment donné, comme j'ai pu le sentir sur le précédent témoignage,
il y a une perte d'énergie ou une difficulté sur bah oui, mais je me sens épuisé. C'est normal de se sentir épuisé. Donc, à quel moment je vais essayer d'aller me faire aider aussi par moment, parce que j'ai besoin de parler de ça, j'ai besoin de parler du quotidien, j'ai besoin d'essayer de travailler sur moi, sur ma psychologie individuelle aussi. Et ma vie ne tourne pas forcément que autour de la personne que j'accompagne. J'ai aussi un vécu, j'ai aussi une individualité, j'ai aussi une vie à vivre de mon côté. Donc ça peut être aussi normal. La gestion d'une difficulté au quotidien, c'est à la fois une affaire individuelle, mais c'est aussi une affaire collective. Je l'ai dit, le social, c'est important. Si je me soustrais à la vie sociale, ça va être difficile. Par contre, si je suis avec un environnement qui est proactif, qui est prêt à m'accompagner au quotidien, là, il n'y a pas de problème, ça peut marcher. Et je crois que là, nous avons un commentaire de quelqu'un qui doit savoir de quoi elle parle, Véronique Mangenot, qui nous dit « Commencer à prendre soin de soi pour pouvoir s'occuper des autres ». Exactement. Toujours essayer de considérer que la première personne qui doit être aidée, c'est soi-même. Et après, je peux aider les autres. C'est un petit peu comme dans un avion, quand on nous explique que si jamais il y a un problème de dépressurisation, il faut d'abord mettre son masque à soi et après le masque de l'enfant. Parce que si on veut mettre d'abord le masque à l'enfant, ben nous, en fait, entre-temps, on peut déjà ne plus être là, quoi. Donc, on n'a même pas le temps de lui mettre. Comme on ne s'est pas occupé de nous, on ne peut pas s'occuper de l'autre. C'est un peu l'idée, quoi. Tout à fait. Et ça s'est vu de manière très… Ça se voit tous les jours. Hein. C'est-à-dire, si je suis à vélo avec un autre cycliste devant moi, mais qu'on tombe tous les deux, mais que moi, je me relève pas, je ne peux pas aider l'autre à se relever. Hein. Donc, ça va être compliqué. Donc, je terminerai cette intervention, parce que ça fait déjà 1 heure et un peu plus de ouais. 7 minutes, plus d'1 heure que je parle. Et j'adore ça. Mais il faut aussi qu'on passe à autre chose que cette conférence. Et il y a donc l'atelier qui permet de faire la suite et de rentrer un petit peu plus dans le détail et dans la mise en œuvre. Je terminerai avec 2 phrases qui permettraient de résumer un petit peu tout ce qui a été évoqué. On ne sait pas qu'on ne sait pas. Donc, je peux essayer, retenter, tenter, retenter à vitam aeternam. Dès lors que je ne sais pas que je suis en mesure de le faire, je n'ai pas le droit de dire que je ne peux pas le faire. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est une des clés fondamentales. La deuxième chose, on est plus fort ensemble. Donc, le poids du concept social, c'est quelque chose de fondamental. On est toujours plus fort à 2 que seul. On est toujours plus fort à 10 que seul. Donc, dès lors qu'on est capable de voir des gens, d'être en mesure de comprendre que les gens n'ont pas le même prisme de lecture que vous-même, déjà, partageant la difficulté ou environnement de la personne qui partage la difficulté. Ces 2 phrases renforcent la joie de vivre au quotidien. Je ne suis pas seul. Il y a des gens qui vivent des choses plus difficiles que moi. Et je ne sais pas que je ne peux pas le faire. Donc, dès lors que je ne sais pas que je ne peux pas le faire, ben, je peux tenter. Et dès lors que je peux tenter, ben, je peux retenter. Même si je me plante, c'est pas grave. Je retente. Je retente, je retente, je retente. Et dès lors que j'y arrive, ben, je retente, mais d'une version plus importante encore. Et donc là, en fait, je renforce encore plus mon estime de moi-même et la confiance que j'ai dans mes compétences. Et j'ai une dernière petite citation à vous proposer. C'est « Cultivons la joie comme d'autres un jardin pour en savourer chaque jour les fruits délicieux. La joie est partout, en nous comme ailleurs. Il suffit de se laisser porter. » Et je terminerai sur ça. Oh, alors, pour aller dans ton sens, j'ai écouté aujourd'hui une phrase, alors je l'ai notée, mais je ne l'ai pas à côté de moi, mais c'était un petit peu quelque chose du genre « Toutes les graines d'amour que vous avez semées, que vous continuez de semer,
Même vos larmes les feront pousser. C'est Et pas oui. beau ça. Donc effectivement, même dans la grande difficulté, vous allez pouvoir voir des fleurs de joie germer dans vos vies. Et grâce à l'atelier, enfin la conférence déjà de ce soir qui était très riche et qui, je pense, vous a donné déjà pas mal de pistes de réflexion que vous pouvez choisir d'explorer seul. Mais comme vous disait Mathieu également, c'est plus simple d'être accompagné. Et là, il y aura donc Mathieu, il y aura aussi la communauté de l'Académie de la Nouvelle Vie. Donc, vous pourrez aussi dans le chat peut-être discuter justement entre vous, faire profiter les uns les autres de vos expériences. Pourquoi pas d'ici le 30 novembre également nous dire quelles sont les petites pistes que vous avez testées déjà de Mathieu et qui ont déjà commencé à fonctionner et tout ce que vous espérez apprendre de nouveau pour pouvoir aller encore plus loin. Pour vous, si vous souffrez donc de handicap ou de particularité, et pour vous et la personne qui en souffre si vous êtes accompagnant. En tout cas, nous sommes là de tout cœur avec vous. Merci encore 1000 fois, Mathieu, d'avoir pris de ton temps ce soir pour nos amis de l'Académie de la Nouvelle Vie. Merci d'avoir été là, tout de suite, la preuve vivante qu'effectivement, avec tous tes conseils que tu t'appliques toi-même, ils vont pouvoir avancer, évoluer, aller vers plus de joie pour eux, pour leur entourage. C'est fantastique. Merci à tous. On se retrouve donc le 30 novembre en direct pour l'atelier de Mathieu et très très vite sur l'Académie de la Nouvelle Vie, toujours en direct ou en replay. Je vous fais plein de bisous, où que vous vous trouviez dans la francophonie mondiale, et belle soirée tout le monde, ou donc belle journée.